avons pour invité Monsieur Jean-Marc Bénéguiné, producteur, acteur, responsable de promo, beaucoup de casquettes et tout. Donc Jean-Marc, je suis ravi de te recevoir ici. C'est un plaisir partagé et je trouve l'initiative très bonne. Je suis impressionné, même choqué, je dirais. Choqué. Au fait, nous, le but de ce podcast, c'est vraiment, tu vois, faire un gros big up à Monsieur Bassek Bakobio. Exactement. Là, aujourd'hui, on est sur Paris. Tu sais qu'on s'est croisés souvent au pays. Exactement. Et je sais que tu es super connecté, que tu as les bras. Hein, on te voit avec deux bras, mais tu es une pieuvre, au fait. On se défend. Tu as plusieurs bras, à vrai dire. On se défend. Plusieurs bras, plusieurs casquettes, tu vois ce que je veux dire. Exactement. Et tout. Donc, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était au Festival de Cannes 2019. Oui. Bah, je t'ai vu... j'avais l'habitude de te croiser par hasard sur Facebook. Exact. Et puis, tac, je t'ai vu, je suis arrivé vers toi direct, j'ai dit, ah, ça c'est Jean-Marc, comment tu vas, machin. Et puis on s'est mis à parler. Bien sûr. Et direct, ça a matché. Exact. On s'est échangé de coordonnées, on s'est revus sur 2-3 soirées que On a j'organise. organisé Voilà, et tout. de bons événements et je dirais que c'est une belle rencontre. Ok. Comme on dit, nous venons du continent, c'est un pays où on n'a pas droit à l'erreur. Mhm. Quand on sort, on essaie de se battre pour faire planer le blason du pays au plus haut. Donc nous n'avons pas droit à l'erreur. Et ça, je me rappelle encore comme si c'était hier, tous les bons moments que nous avons passés. Nous avons créé pratiquement au pavillon Afrique, le festival de Cannes de Madame Karine Barclay, le pavillon Afrique. Nous avons pratiquement créé un pavillon camerounais parce qu'on a rassemblé des artistes, des personnalités publiques, que ce soit les X-Malea, chanteurs du Cameroun, qui sont venus là juste pour la cause noble, quoi. Et après, on a fait des soirées avec les grands frères comme Jean-Pierre Bokolo, Jean-Roch Patoudem, Thierry Ntamak, Yes. et toute la clique. Et c'était chez toi dans ton appart. On est parti dans une petite idée folle. Et comme on dit au Cameroun, il faut oser. Le Dixit, le président. Et ce jour-là, on avait tous les corps du métier. Exact. On avait les acteurs, on avait les producteurs, on Ouais. avait des attachés de presse et on faisait Tout à tous fait. la fête comme si... Avec la musique camerounaise, Ouais. autour de la musique camerounaise. Après, bon, on a laissé un peu, mais on était vraiment focus sur ce qu'on faisait et c'est le truc qui m'a le plus impressionné. Et on ne s'est plus jamais lâché. Pourtant, Dieu seul sait qu'on se connaît depuis fort longtemps, quoi. et tout. Du coup, quand on se revoit, c'est au Cameroun. Oui, Et puis, on est invité à une émission. Je pense que c'est toi qui nous as invités à l'émission. oui. Et à ma grande surprise, c'est toi qui gères le plateau, c'est toi qui diriges Tout à comment fait. est-ce qu'on doit se placer, Oui. tout. Et tu diriges tout le monde. D'où tu sors cette expérience-là? Bon, cette expérience dans le milieu de la cinématographie, je dois cette expérience à un cinéaste, un gars très brave qui m'a beaucoup accompagné. C'est grâce à lui que je me retrouve dans le milieu du cinéma ou du 7e art. C'est Thierry Ntamak, Thierry Roland Ntamak, Yes. un grand frère pour qui j'ai beaucoup d'estime, de respect et surtout quelqu'un de très fou, de fonceur. Et grâce à lui, grâce à ses équipes, grâce à d'autres comédiens comme Lucie Memba, j'avais jamais fait de doctorat, je connaissais pas quand je faisais La Patrie d'abord, quand je faisais le tout premier film en 2015 avec eux. Celle de libérer l'otage canadienne, le docteur Elisabeth Missel, des griffes d'une bande d'assaillants qui pillent et sèvent la zizanie à la frontière du Cameroun. Et nous n'avons que quelques heures pour la ramener vivante. Bonsoir. Après avoir été comédien dans La Patrie d'abord, je me suis retrouvé ensuite en train d'organiser, de diriger dans la direction de production parce que c'est ce que Thierry m'a confié comme tâche. On a fait le serpent de bronze avec le beau Michel de la Côte d'Ivoire, les Bobo Diouf du Burkina Faso. Fini les taxes de chèvres, de je ne sais pas moi quoi. Cet hôpital, mesdames, messieurs, n'est pas une bergerie. Docteur, on ne doit pas le laisser nous traiter comme ça. Elle là-bas, c'est Kadi. Elle s'occupe du troupeau laissé par son père décédé récemment. On m'appelle la vipère. On marche pas sur ma queue.
donc à l'extrême nord, et c'était un projet qui parlait sur un médecin qui était décédé. Donc on faisait un peu de cinéma engagé, mais tout en utilisant quand même des figures de proue. Et moi, voilà, ma petite expérience, elle a commencé à s'améliorer à ce moment-là avec faire venir des artistes internationaux comme les Bobo Diouf, donc Sidiki Essouké, faire venir des comédiens des États-Unis et de partout. C'était vraiment un truc de fou. Ensuite, en 2019, j'ai enchaîné avec un film toujours engagé sur les violences faites aux femmes, parce que nous n'acceptons pas les agressions sur les femmes. Le film, c'est Ne crains rien, je t'aime. Ne crains rien, je t'aime, exactement, avec Tatiana Matip à la manœuvre. Et je me rappelle encore de ce projet comme si c'était hier, parce que c'était une belle expérience. J'ai travaillé grâce à Thierry, grâce à tout son staff. Tu avais derrière à la caméra, comment tu vas l'appeler, on l'appelle... c'est un frère de Kribi. Beauté Malongué. Beauté Malongué. Yes. Beauté Malongué, c'est un monstre de l'écran. C'est vraiment des gars derrière. Avant lui, il y a eu Karim aujourd'hui qui tourne avec les Thomas Guidjol et autres. Il y avait Arsène Vondor, tu avais les Axel Abesolo. Tu avais vraiment un parterre et puis Saint-Père Abiassi qui était pratiquement notre mentor. Moi, c'est mon mentor aussi. D'accord. C'est quelqu'un qui nous a accompagnés. Donc vraiment, c'est là où je puise cette expérience-là. Mais c'est pas pareil, parce que la télé, c'est autre chose. Grâce à Ernest Obama, nous avons créé B-News, et c'est comme ça que tu me rencontres et que tu me vois sous cette casquette de réalisateur, et toujours dans la même logique de la direction, mais apporter un plus à l'audiovisuel, surtout quand il s'agit de... C'est pas... Là, c'est direct, c'est du direct, quoi. Ok. Donc, la télé, c'est pas... C'est pas comme sur un plateau de tournage de film. De film. Non, toi, comment tu vois les choses, au fait, entre la télé et un plateau de tournage? Un plateau de tournage, film. C'est plus de... Vous savez, quand on recherche quelque chose, on prend le temps, on travaille les mécaniques, on fait des prises à répétition jusqu'à ce qu'on obtienne, ou bien qu'on essaie d'avoir le maximum de sécurité en termes de qualité, en termes de, comment appeler ça, de véracité dans ce qu'on a tourné. Alors que l'aléa du direct, c'est autre chose à la télé. Donc moi, j'ai oscillé dans les deux axes, et je sais ce que c'est. C'est passé, t'as loupé, à la télé, t'as loupé, et tu continues, tu t'arrêtes pas, parce que si tu te braques, là, c'est chaud. Donc il faut être vraiment très prompt, très spontané, et là-bas, tu fais pas semblant. Il faut être vraiment carré. C'est ça l'avantage. Et Ernest Obama, moi, je me prévaux aujourd'hui d'avoir été un des pionniers de B-News aujourd'hui, qui fait son petit bonhomme de chemin. D'accord. Tu préfères quoi des deux? Plateau de tournage ciné ou télé? Honnêtement, je ne ferai pas un choix, mais mon choix, il est quand même porté sur la télé, parce que c'est vivant. C'est vivant, c'est quelque chose, à chaque fois il faut se réinventer. Pourtant le cinéma, c'est vraiment des canons bien spécifiques. Il y a un respect de certaines postures, de certains cadres. C'est super important de rester dans ces axes-là. Mais la télé, c'est quelque chose voilà, chaque fois il faut se réinventer et apporter une touche. Alors dans le cinéma, on reste vraiment dans des canons assez carrés, même si on essaie d'apporter quand même aussi une légère touche là-bas, mais il y a des codes qu'on ne peut pas vendanger, comme on dit souvent. Mais tu sembles bien connaître le cinéma camerounais. Donc, je vais te demander un peu les pionniers du cinéma camerounais. Parce que ce podcast-là, il est aussi pour, on va dire, il est pour moi déjà pour réapprendre mon métier. Car je suis cinéaste de formation, mais j'ai fait beaucoup d'autres trucs à côté en tant qu'indépendant. Au fait, j'ai besoin de reconnaître mon métier. Et comme on est sur écran noir et blanc, un gros clin d'œil au cinéma camerounais, au festival des films camerounais, parce que nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que le cinéma camerounais retrouve ses lettres de noblesse. Je ne dis pas qu'il ne se passe rien en ce moment, mais je sais quand même qu'il y a eu des très très grands monsieur avant qui avaient qui faisaient des vrais films. Des fois, je retombe sur un truc par hasard.
comme par exemple Alphonse Béni. Je revois Oui. de temps en temps, on nous montre Yaoundé à l'époque des Tout films à fait. de Alphonse Béni, Oui, si je ne me trompe oui, pas. oui. Et je dis, mais c'est pas possible, on avait déjà ça à l'époque. Tout à fait. Et on dirait que des fois, hein, sans manquer de respect à ce qui se fait aujourd'hui, c'est vrai que les budgets ne sont pas les mêmes, mais je trouve qu'avant, la barre était élevée quand même. Oh, c'est vrai. Et pour remercier, cette question, elle me touche beaucoup parce que c'est grâce à cela qu'aujourd'hui, on va dire que le cinéma a rayonné et continue de rayonner. Il y a juste peut-être une petite latence, je peux dire ça comme ça, mais ces pionniers, ils ne lâchent pas prise. Il y a ceux qui sont partis comme M. Arthur Sibita, qui était excellent scénariste et cinéaste. Vous aviez des projets comme le projet le plus connu, c'était Les Coopérants. Et c'était l'un des plus gros projets, l'équivalent de pratiquement 200 000 € qu'il arrivait à trouver pour faire le projet. Et nous avions Dikongé Pipa, qui a été le premier étalon d'or de Yenega au FESPACO au Burkina. Et là, il a une statuette qui lui a été décernée là-bas, ce qui n'est pas rien. Il est là. Dikongé Pipa, nous avons Jean-Pierre Bokolo, nous avons le très grand bébé Basek Bakubio. Pour moi, c'est vraiment celui-là qui est sans relâche, avant, après, pendant. C'est celui qui a toujours porté le cinéma. Il y a la jeune génération aussi, qui est la génération intermédiaire. Autant pour moi, vous avez Thierry Tamak, vous avez Léa Malé. Léa Malé, qui est fait partie de la jeune génération que je suis particulièrement. Nous avons Ebenezer Kepombia aussi, qui est quelqu'un qui a su imposer le respect à travers les différents projets. Peu importe l'axe qu'il a pris, moi j'ai du respect pour des gens comme ça, c'est des braves. C'est des braves. Nous avons aussi des réalisatrices, des productrices, Muriel Blanche aujourd'hui aussi. Nous avons Lucie Memba, Boss, nous avons Léonie Lucie Memba, elle est plus actrice ou elle produit aussi? Elle produit aussi, elle fait pas mal de films. Elle a fait des films, elle a réalisé, elle a produit. Tous dans des différentes casquettes. Vous voyez, et que ce soit Marcel Cueche, Moustique aujourd'hui aussi, ils sont nombreux qui ont su suivre le mouvement. Et ça, personnellement, Narcisse Wanji, donc c'est des gars, il faut vraiment se dire que le cinéma n'est pas à l'arrêt. Et là, moi j'ai été impressionné cette année en 2025 en voyant un aîné comme Thomas Guinjol quitter la France profonde et venir faire un tournage essentiellement au Cameroun et appeler le film Indomptable avec les Thérèse Ngono, Rob le Grizzly, à la caméra Karim, les jeunes Karim, Arsène Vondo. Vous aviez aussi tous ces bonhommes-là qui ont tourné autour de ces projets-là. Et honnêtement, je tire mon chapeau à Thomas Guidjol pour ça. D'accord, ok. La musique, bon, j'aurais pu m'attendre à ce que ça soit fait par James BKS parce que le score, tu vois, parce que c'est un gars du continent aussi. Mais je pense que ça a été fait par Danny Santé. Exactement. Danny Santé qui est producteur des plus gros hits ici. Il a été, enfin, je pense que c'est plus les prods de NASA, les prods qu'il a faites pour NASA qui l'ont rendu célèbre. Mais la bande originale d'un film, c'est aussi super important. C'est un thème qu'on aimerait bien aborder ici sur ce numéro 1 de tous les podcasts. Parce que nous, notre podcast, ça va être le numéro 1. C'est le numéro 1. C'est le numéro 1. Ok, comme on est encore dans les bases, on cherche encore, tu vois, mais notre objectif, c'est d'être le numéro 1 de tous les podcasts. Et si on n'y arrive pas, on sera obligé de clasher. Ça, c'est sûr, mais pas la camerounaise. Il faut vraiment clasher avec les actions concrètes. Et je vois le déploiement et je suis assez impressionné. Pour revenir sur James BKS, perso, dans le projet Indomptable, peu importe qu'il soit mentionné ou pas, je connais la force et la puissance de cet aîné-là et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. J'ai commencé à le suivre bien longtemps avant. Et James BKS, c'est le fils à Manu Dibango, de regretter mémoire. Et James, c'est James.
BKS, c'est Best Kept Secret. Et c'est quelqu'un qui il est assez particulier. Pour moi, quelqu'un qui a un background, il travaillait avec des Kanye West, Jermaine Dupri, qui a travaillé avec Snoop, qui a travaillé avec Akon, parce que c'est comme ça qu'il se retrouve à faire un projet avec Manu Dibango, son père, géniteur, en 2012. Je me rappelle, ça devait être Past, Present and Future, le projet. Ouais. Et c'est comme ça que son père le rencontre et puis ils font bon cheminement. Il a été à l'ouverture de la CAN au Gabon avec son père et il a fait un titre appelé Kwele Kwele. C'est quelqu'un qui est fou. C'est un fou et c'est un passionné. Pour moi, c'est des gens qui bien avant, il gagne mon respect parce qu'il a fait les sons sur un projet biographique sur Samuel Eto'o. Donc, c'est quelqu'un qui a un background quand même. Même si on ne le met pas en avant, pour moi, il est là et je sais qu'ils ont une très bonne proximité avec Thomas. C'est vrai que tu as beaucoup de gens aussi qui n'aiment pas trop se mettre en avant. Exactement. Je ne sais pas pourquoi. Comprendre, savoir. Je ne pense pas, mais Thomas, je connais, je sais qu'ils sont très proches. Je sais que Thomas et Thomas Guinjol, cet aîné-là, et James sont très proches, donc forcément, on n'a pas le film, il sort le 11 juin, donc on n'a pas encore toutes les données sur le projet proprement dit, mais on n'a que des bribes. Mais la proximité qu'il y a derrière, je ne serais pas surpris qu'il y ait quand même un titre à James, mais personnellement, c'est quelqu'un qui a énormément œuvré dans des projets cinématographiques. De toutes les façons, la bande originale, c'est pas, on dit, c'est toi qui fais la bande originale et c'est toi qui composes tous les titres. Tout à fait. C'est toi qui coordonnes, mais tu peux prendre à gauche, à droite. Voilà. Et tout. Donc, en gros, avant de parler, on va parler parce que c'est ça aussi que j'aime bien chez toi, Jean-Marc, tu vois. Tu big up, tu sais mettre les autres en avant, tu vois. Je ne fais que ça. Mais aujourd'hui, avant de revenir sur toi, j'aimerais bien qu'on qu'on parle un peu de Thierry Ntama, qui a un concept qui m'a séduit. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés à Cannes. Son concept à la base, qu'est-ce qui m'emmène vers lui, c'est le cinéma pour le prix d'une bière. Cinéma au prix d'une bière. J'ai dit, qu'est-ce qui va nous sortir encore le bonhomme? Le cinéma pour le prix d'une bière. Et c'est fou. Parle-nous un peu de ça. Thierry Ntama, parle-nous de ce mec-là. C'est quelqu'un qui est incompris. C'est quelqu'un qui est incompris. Il est arrivé. On le recevra sur ce plateau. Mais bientôt, il faut, parce que je crois que c'est quelqu'un qui a encore des choses à démontrer. Mais c'est un incompris. Pourquoi le cinéma au prix d'une bière? Je pense que lui qui revenait du conservatoire à Paris, alors Thierry Ntama, jeune comédien avec la fougue, la niaque, qui avait déjà eu quand même un parcours bien avant dans des projets comme Le Revenant, le film, la série qui passait sur RCA TV à l'époque, où on voyait avec un titre de le professeur Gervais Mendoza de Recruter Mémoire, qui était directeur de la RCA TV à cette époque-là. Et on avait entendu la chorale, la voix du Sénat, Simba, et Thierry Ntama qui était l'un des servants de messe dans le projet. Il a tourné dans pas mal de projets aussi avec Tatiana Matip et autres. Il a fait pas mal de choses avant de partir. Il est allé au CFPA à Ekounou. Ensuite, il est allé se former en France. Quand il est revenu, après sa tournée aux États-Unis, il s'est rendu compte que les Camerounais n'étaient pas très concentrés sur le cinéma et les salles de cinéma étaient quasi fermées. Il n'y avait plus véritablement un truc qui pouvait rassembler les gens, alors que à cette période-là, quand on était dans notre jeunesse d'antan, c'était le cinéma qui rassemblait. On entendait cinéma, le Rex, Abia, le Paradis, le Capitole. Vous aviez énormément d'espace où les Camerounais pouvaient se retrouver et partager un projet de film, un film ensemble, quoi. Et Thierry s'est dit, qu'est-ce qui peut réunir les Camerounais? Pourquoi quand je rencontre, il y a plus de salles, il y a plus de bars, il y a plus de snacks que de salles de ciné, ou à défaut de ça, il y a plus de ventes de débit de boissons, quoi. Et il se dit, tiens,
Le cinéma Il faut pour le prix créer d'une un bière. projet qui rassemble le cinéma au prix d'une bière. Et tu viens, tu payes ta bière à 1000 francs et tu t'assois, tu profites de ton film avec d'autres personnes avec qui tu savores. D'accord, ok. Bah, tu sais quoi, moi, j'avais pas forcément compris comme ça. Moi, j'avais compris, au fait, le cinéma, mais vraiment avec les moyens du bord. Se dire que, bon, d'habitude, il faut des budgets colossaux qui font que, je vais rien faire. Mais lui, il se dit, même avec rien, c'est pour ça que zéro, je dis... Comme dit mon rappeur préféré, FD Phénomène, il dit 0 plus 0 font 1. C'est un passionné. On fait tout avec rien. Moi, je ne vais pas vous cacher, le projet de Thierry Tamac à la base, qui a vraiment fait sensation, c'était le Blanc des Yenga. Le 1. Si on vous dit qu'il a pu réaliser ce projet avec un montant, je vais le dire ici, de 500 000 francs, vous acceptez. Ça fait 750 €. 750 €. Il a réalisé un projet comme ça avec des gens bénévoles, volontaires. Et c'est ça, en fait, le point déclencheur de tout ce qui se passait après. Se dire, tiens, je ne suis pas en train de me braquer, je n'ai pas le budget adéquat, mais je peux. J'ose, j'y vais, je suis fonceur. Si je me casse la figure, il n'y a pas de problème. Et c'était ça. Et avec lui, j'ai toujours eu cette philosophie de vie. Et aujourd'hui, je l'ai gardé jusqu'à présent. Je suis un fonceur. Et moi, peu importe ce qui se passe autour de moi, je suis un fonceur. J'ai un objectif. Et je vais l'atteindre. Un très très beau film que je recommande à nos téléspectateurs, nos auditeurs aussi, parce que c'est assez particulier. Donc le Blanc des Yenga de Thierry Tamac, c'est un des films que je vous recommande vivement. Tout à fait. Tout à fait. Donc en gros, maintenant on va revenir sur notre invité. On a assez parlé d'autres personnes. Tu nous as parlé des plus gros cinéastes au Cameroun. Et tu as parlé des anciens. J'en ai oublié certains même. Peut-être je m'en excuse si je l'ai fait, que ce soit Arthur Sibita, on peut les rappeler. On peut les rappeler. Il y a eu Daouda Mouchangou, Arthur Sibita, Basek Bakobio, Jean-Pierre Bokolo, la jeune génération avec Thierry Léamalé, Narcisse Wandi, vous avez Lucie Memba Boss, Muriel Blanche, Marcel Cuétier, Moustique, le charismatique, autant pour moi. Ils sont nombreux. Ulrich Takam. Là, tu vas encore me faire parler d'autres personnes alors que c'est toi mon invité. C'est comment? Non, je pense que j'ai toujours gardé la posture du mec derrière les projecteurs. J'ai jamais voulu être devant les projecteurs. Sinon, je pense que ça aurait fait déjà un bon moment que je me ferais lyncher aussi. Parce que c'est ça, être personnalité publique. Moi, au fait, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. C'est ça qui m'intéresse sur ce podcast-là. C'est pas seulement les personnes qu'on voit à l'écran, c'est les personnes, c'est les noms sur le générique. Les personnes qui font qu'un film se fait, qu'une émission de télé se fait, qu'un événement s'organise. C'est pas forcément eux les stars, mais c'est vous les stars pour moi aujourd'hui. Service. Aujourd'hui, c'est vous les stars pour moi. Parce que c'est vrai, on dit que Jésus lavait les pieds de ses disciples. Tout à fait. Tout à fait. Mais il restait quand même Jésus. Mais je resterai pas dans la posture de Jésus parce que ça prête un peu à confusion. Après, pour dire, voilà, il y a, moi j'ai cette particularité, pour beaucoup qui me connaissent, j'ai fait tellement de choses dans l'ombre que je n'ai, seules les personnes concernées et moi savons que voilà, on a ce projet en commun, on a fait, on a trimé, et le truc qui m'a toujours motivé, c'est de savoir que ça réussit. Si ça réussit. Parle-moi de ce que tu fais au Festival de Cannes. Excuse-moi. Au Festival de Cannes, je suis venu pour la première fois. C'était quand? En 2019. Quand on s'est vu, Voilà, quand on s'est vu, c'était sous le projet Pavillon Afrique avec la CEO de ce projet-là, Madame Karine Barclay, et par qui il y avait un pote et un collaborateur avec qui je bossais aussi, qui s'appelle Rémi Andrade. Et c'est cette dame-là qui m'a donné l'opportunité de venir plusieurs fois au Festival de Cannes, qui m'invite, qui me donne la latitude de pouvoir organiser certains setups avec elle, essayer de penser projet avec elle. Elle a vraiment une ouverture d'esprit qui est forte parce qu'elle reste pas que sur le projet Afrique. Elle est vraiment dans l'ouverture Afrique-Caraïbes, Pacifique. Elle donne l'opportunité, du moins son pavillon est un hub pour tous les cinéastes, producteurs et
hommes de culture qui sont prêts à pouvoir travailler en symbiose, de se retrouver là, tu vois. Donc pour moi, c'est un projet qui m'a parlé. Madame Karine Barclay m'a tendu la main, elle ne me connaissait même pas. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'elle me sollicite, je viens, quoi. Comment elle fait pour te rencontrer? Tu es recommandé, c'est toi qui vas vers elle? Je ne la connais pas, comme je disais au départ, c'était une sœur Huguette Tuissi. Huguette, qui est camerounaise, qui est ici, qui s'occupe du handicap, qui est vraiment très engagée. C'est plein de Camerounais de la diaspora comme ça qui aident des personnes. Je crois que sa vidéo avait circulé à une période où elle aidait une dame, une jeune fille qui allait dans un collège, qui marchait sur des genoux. Elle lui a apporté un fauteuil vraiment roulant, New Generation. Et Huguette est une de ces personnes-là qui a toujours accompagné. Donc c'est grâce à Huguette que j'ai rencontré Rémi. Rémi qui a fait une proposition à sa patronne, qui est ma patronne aussi, Madame Karine Barclay. Et c'est comme ça que Madame Karine, voilà, elle me fait une invitation. J'ai eu des problèmes même avec le ministère de tutelle parce que voilà, j'ai voulu ramener le ministre de la Culture, j'ai voulu ramener pas mal de gens et je me suis confronté à beaucoup d'adversités. En gros, on t'invite, toi tu viens avec toute la Je suis venu et ce sont eux qui m'ont enlevé de la liste, de la shortlist de ceux qui étaient automatiquement validés par le ministre, vu que j'étais porteur de projet, mais ils m'ont enlevé. Ce n'est pas le ministre, hein. Il y a certaines têtes dures à l'intérieur, ce qui est un peu dommage. Mais après, bon, comme je suis un fonceur et que je suis quelqu'un qui n'accepte pas l'adversité, qui combat l'adversité, voilà, c'est comme ça qu'on se rencontre, mais je suis venu tout seul, et avec Thierry Tamac et notre collaborateur. Ok. Voilà. Mais vous faites quoi au Festival de Cannes? Vous présentez un film? Vous venez pour présenter un film? Alors, vous organisez? au festival, je pense que je suis plus dans un facilitateur dans le contexte où si j'ai le projet d'un Camerounais qui est porteur, un projet qui est même un produit semi-fini et qui nécessite d'avoir quand même un accompagnement, j'essaie de porter le projet et aller rencontrer des gens pour le projet proprement dit. C'est pas mon projet à moi, mais après c'est ma petite touche, quoi. J'apporte quelque chose en plus et je me dis demain, tiens, si ce projet marche, tant mieux. S'il reçoit un peu plus de fonds, tant mieux, parce qu'il y a des gars qui sont talentueux. Je vous ai parlé d'un Thierry Léa Malé. Aujourd'hui, je me projette un peu, je l'observe, je l'accompagne, voilà, c'est un jeune qui mérite d'être écouté et qui a des projets porteurs comme ça. Voilà, c'est des gens comme ça qui me motivent et quand je viens à Cannes, voilà, je présente leur projet, ça passe, ça casse, et si ça passe pas, bon, c'est pas grave. On a essayé, ok. Voilà. Et maintenant, au fait, comme je disais au début, on commence le tournage de Écran noir et blanc ici, mais le projet va continuer au Cameroun. Exactement. Où je vais rencontrer des gens. Hein. Il le faut. Je te pose directement mon problème, vu que tu connais tout le monde, hein, Jean-Marc. Hein, j'ai pas une baguette magique devant la caméra. J'ai pas une baguette magique devant la caméra, je te pose direct mon problème. Dis-moi. J'aurais besoin, toi qui es un facilitateur, est-ce que tu pourras me mettre en contact un peu avec, tu vois, les gens du cinéma de là-bas pour que l'émission se fasse. Tu sais, nous on est des indépendants. C'est le strict ça va vite, le studio ça coûte. Exactement. Hein, il faut tourner maximum de choses en très peu de temps, surtout que quand je suis au Cameroun. Au fait, je fais 6 mois. Ici, 6 mois au Cameroun. Oui, bon. J'ai constaté et donc je des suis fois, assez impressionné. des fois, je peux faire des périodes de 3 mois, où tu vois, au fait, il faut que ça fasse 6 mois par an au Cameroun, quoi. Je pense que la question ne se pose pas. Elle ne se pose plus. Le projet, il est... Vous êtes témoin, hein? je le dis et j'assume. Hein? Donc, mais comme on dit, c'est un projet qui parle à voilà, le grand frère Bassek Bakobio qui fait énormément pour le cinéma, toujours avec les écrans noirs, avec les autres projets, Terre d'Afrique, Terre africaine et tout ça. Donc vous avez énormément de potentiel derrière et je pense que c'est quelque chose qui peut le faire. Peut-être même pourquoi pas avoir un espace dédié pour passer véritablement des bons podcasts, pourquoi pas. Moi je vais me rapprocher d'eux et leur dire écoutez, voilà des frères qui ont une vision très grande, porter le projet à l'extérieur, vous faire comprendre que oui, quand nous venons à l'intérieur aussi au Cameroun, nous pouvons faire avec
ceux qui sont les différents protagonistes. Voilà. Parce qu'ici, tu as vraiment des Camerounais qui commencent à rayonner. Oui. Tu as un très très grand producteur, il est jeune, il s'appelle Sébastien Onomo. C'est un très très grand monsieur. Oui. Je crois que c'est le vice-président du syndicat des producteurs indépendants. Ah, d'accord. Et il est vraiment tentaculaire, presque autant que toi. Il a des distribs avec pâté. Il est, tu vois, et nous on aimerait bien aussi. Je pense qu'il a une boîte au Cameroun aussi. Oui. Nous, le but de ce podcast-là, c'est vraiment qu'on se rassemble, qu'on vienne de temps en temps. On commence par la théorie, mais on est vraiment déterminé à faire en sorte que le cinéma africain, du continent, puisqu'on vient du continent, quand on dit le continent, c'est bien le 237, parce que le Cameroun, c'est un continent. Il faut bien comprendre. Voilà, qui redevienne ce qu'il était, tu vois. Donc, par exemple, tu vois, il y a quelques films que je me rappelle comme ça, là, que j'ai vus, que j'ai survolés. Et en gros... comme disait Booba dans une interview que j'ai regardée, si tu aimes le cinéma, si tu peux commencer par là où tu commences, tu vois, non? Tu n'es pas obligé de te retaper tous les anciens films, tu vois. Mais moi, j'ai quand même envie de me remettre au travail, de relire des bouquins, de réapprendre à écrire, de revoir des films, savoir ce qui a été fait avant. C'est très important. Alors, on fait des quiz ici, comme par exemple, j'ai besoin de te poser une question entre Quartier Mozart et Sango Malo. Je parlerai plus de Quartier Mozart. Mon Bangala a disparu. Ce n'est pas possible. Tu ne bouges pas d'ici. Où est la Bangala qui a disparu? Tu ne bouges pas d'ici. Quartier Mozart du grand frère Jean-Pierre Bokolo, parce que c'était quelque chose qui reflétait l'état social, le fléau de la société, les blagues, les fous rires, le côté un peu triste. Comment on va appeler, les insolites, parce que Sango Malo du grand frère Bassek Bakobo était plus cinéma engagé. Ça parlait réellement d'un enseignant qui a été affecté, qui sortait fraîchement de l'école normale et qui a été affecté dans une contrée et qui ne tolérait pas, du moins, certaines exigences de ces institutions, quoi. Donc il était un peu c'est un cinéma engagé plutôt là-bas, c'est un projet engagé. Donc je parle plus sur Quartier Mozart, parce que non seulement on se retrouvait automatiquement et c'était un peu l'étude du quartier. Tiens, il a fait disparaître mon sexe. Tiens, non, j'étais sûr que c'est ça que tu allais me dire. Tiens, bien, j'étais sûr que c'est ça qui t'a marqué le plus. La partie on fait disparaître. Mais je te promets, c'est le truc, t'avais chien méchant. On fait disparaître la Bangala. Oui, et t'as le grand frère Abacha qui est ici, et c'était un truc de fou. C'est toi qui l'as fait partir, hein? Ah, laisse-la, c'est une bordel comme toutes les autres. Mais ce sont des copines qui sont des bordels. Tu veux te battre? Alors, comme ça, il paraît que vous faites disparaître les sexes des hommes rien qu'en les saluant. Si je salue un homme et qu'il devienne une femme après, est-ce que c'est de ma faute? Il avait réuni il y avait un joli casting quand même. Il y avait des humoristes. Je pense qu'il y avait Jimmy Bion. Et Cindy Minja, Jimmy Bion, qui pour moi est Cindy Minja après Jean-Michel Cancan en termes de... c'était des fous. Hein. Je pense qu'au Cameroun, je ne sais pas si on en aura encore. Au Cameroun, on a beaucoup de ça aussi. Des gens de la comédie, comme Jean-Michel Cancan. Exactement. La comédie, c'est quelque chose vraiment... C'était naturel. Mais au Cameroun, on a quand même c'est ancré quand même dans le peuple. Tout à fait. Le Camerounais, il aime rire. Et il aime bien les humoristes. C'est super important parce que je pense que si tu ne ris pas, il y a un problème. Donc, à un moment donné, les humoristes de la trame de Jean-Michel Cancan, t'avais Cindy Minja, tu vas appeler la jeune jeunesse, Jimmy Bion qui était aussi là. Hein. T'avais même les Mas Anabi Rocco, t'avais Douala Toto. Beaucoup de gens. Moi, je me rappelle un type qui s'appelait Evoloko Joker. Exactement. Je me rappelle aussi Massa Moyo. Et t'avais tellement de gens comme ça, de cette trempe-là. C'était un truc, on va dire, je peux appeler humoriste, mais c'est un cinéaste, Daniel Do. D'accord, Ochama, oui. Oncle Ochama, toujours dans le côté un peu fou, tu vois. Et t'avais les grandes sœurs comme Joséphine Dagnou aussi. Yes. Mais ce n'était pas de l'humour, c'était du
cinéma, mais il y avait beaucoup de trucs derrière qui te permettaient de comprendre qu'on était dans quelque chose de fort. Pour une petite anecdote, le premier film de Tarzan, ça a été tourné au Cameroun. D'accord. Je me rappelle encore bien, c'était avec Douala Toto. Elles sont là, hein, elles sont encore vivantes. Douala Toto, tu as Massana Biroko, qu'on appelait Berthe à la folle, c'était le surnom. D'accord, ok. Berthe à la folle. Dans Le Blanc des Inga, c'est elle qui joue la tante qui va avec le blanc à la France. D'accord. À Marseille, c'est elle, Massana Biroko. C'est des gens qui sont encore vivants et je pense Même il y avait Maman Hélène, non? Maman Hélène, donc de Cancan, qui était... Elle était dans Le Blanc des Inga aussi? Dans Le Blanc des Inga, non. Dans Le Blanc des Inga, non. Elle n'a pas été dans Le Blanc des Inga. Elle a été dans les projets à Cancan. Mais elle était, je crois, dans un projet à peut-être Joséphine Dagnou, peut-être, je ne sais plus. D'accord, oui, il me semble. Elle était déjà en France. Et il y avait aussi, comment tu vas l'appeler, toujours dans cette même génération-là, celui qu'on appelait Essola. Oui. Et cela, tu avais vraiment à l'époque de l'orphelin, avec des projets. Mais vraiment, moi. L'orphelin, ça me faisait rire. Hein. Abdou Benito, le chanteur, la bande annonce, le titre. Oui. Au fait, l'orphelin, moi, ce qui me faisait rire dans l'orphelin, c'est que c'était vraiment. Tu vois, genre, quand Essola part au village, ça peut faire encore 3 épisodes. Tu vois, on le montre sur la route. Tout un trajet. Pendant le trajet. Et nous, on est là, on attend vit ça encore avec le week-end. Lui, le gars, il voyage parce qu'en fait, c'était ça la force du cinéma camerounais à l'époque. Parce qu'on vivait les réalités. Tout était authentique. Aujourd'hui, on est obligé de transformer un peu, mais tout était authentique. Tu avais un Vendor, moi je le voyais en Siméon, vers la nouvelle route Siméon aujourd'hui. Je voyais un Vendor qu'on voit dans la vidéo. Il avait une grande barbe et il mangeait toujours du maïs et tout ça. Il était toujours assis dans la grande cour. Pour moi, quand je passais à Nouvelle route Siméon, c'est un Vendor que je voyais, alors que dans l'orphelin. Mais on utilisait des gens authentiques. Tu vois? On avait des gens comme ça qui étaient là et qui étaient... honnêtement, des gens qui nous ont marqués. On a suivi Ntafil, un film appelé une série appelée Ntafil, toujours avec le professeur Gervais Mendozé. Et honnêtement, je sais pas, il y a beaucoup de réalisateurs issus de la CRTV. Oui, il y avait justement, il me semble, hein, si ma mémoire est bonne, c'était Pasteur Ndamba et Bois qui faisait l'orphelin, c'est bien ça? Oui. Et nous avions aussi d'autres réalisateurs camerounais. Ils étaient nombreux, hein, mais vraiment issus. C'était des plus produits de la CRTV. Ça reviendra, elle est là, elles sont encore là, les dames. C'était des dames, il y avait des dames, et elles étaient nombreuses là. Mais qui ont fait une tafile que vous connaissez. Et elles sont là, elles sont encore là. Donc pour moi, je leur rends un vibrant hommage parce que c'était du cinéma authentique. C'était du Cameroun pur. Pour moi, après, celui qui avait encore un peu, ou qui a encore un peu cette étiquette dans le côté drôle, on va l'appeler souvent Fingon Tralala. D'accord. Voilà, on va y revenir justement, mais avant de revenir sur eux, bon, je t'ai invité pour qu'on parle de toi, mais tu veux qu'on parle d'autres personnes. Parlons d'autres personnes, on est sur le cinéma camerounais, donc on big up tout le monde. Allons-y. Et en gros, il mérite. Mais moi, au fait, maintenant qu'on vient de parler de ça, tu vois, quand je regarde un peu nos parents cinéastes là, ils étaient beaucoup dans la comédie, même tout ce qui est sketch, tout ce qui est théâtre, tout ça là. Et quand tu regardes ici en France, les gens qui cartonnent dedans, c'est justement les Thomas Guijol. Exactement. Les gars comme, je pense que Fabrice Eboué, il est camerounais. Il est camerounais, oui. Voilà, tu vois. Et il est très bon scénariste. Oui, c'est lui qui a écrit. C'est lui, Casse Départ, c'est lui. D'accord. Et en plus, ce que j'ai bien aimé dans le Crocodile de Botuanga, c'est qu'en gros, lui, il se met un peu, c'est le réal, hein, mais il joue... Il a caricaturé un peu. Il y a une espèce de sous-jeu. Tout à mais fait. Ce film-là, par contre, je l'ai trouvé un peu, je sais que c'est un film un peu... comme on dit au pays, subversif. Tu captes, non? Exactement. Il y a tellement de petits pics là-dedans qui font que quand tu regardes ça... C'est de l'humour noir. Ouais, tu sens qu'il y a un peu de... Tu sens qu'il y a un peu d'AES dedans, un peu de comment ça s'appelle, de notre ami Ibrahim Traoré. Bien sûr. Hein? Même pas Ibrahim Traoré, je pense que c'était l'ancien capitaine, le capitaine qui était en Guinée-Conakry. Ouais, c'est vrai que c'est vrai qu'il n'était pas encore là, mais c'est une façon de parler pour dire que tu sens qu'il y a un peu de révolution. Mais c'était parti, il y avait de la révolution maquillée, mais c'était parti de ce capitaine-là.
de chez nous. Elle pleure mon décès. Vous êtes malade? Non, monsieur Didier. Mais je fais un métier à risque. Elle s'entraîne au cas où. Bon, ça va. Tenez. Faut donner un peu, c'est la coutume. Ça va, c'est bon, ça va, c'est bien. Bon, ça va. La majeure partie des projets ou des passages de Thomas avec le capitaine Bobo, c'était ce monsieur-là. C'était ce capitaine-là, j'ai oublié le nom. Et lui, il était particulier. Donc, toutes les scènes où vous voyez Thomas dit, viens là, venez là, tu vas me coloniser, machin. Et tout. Donc, ils m'ont montré des passages de ce monsieur-là. Et automatiquement, il n'y avait pas que lui. On était aussi dans une caricature de tous nos chefs d'État d'antan. Ouais. De Mobutu à comprenez mon émotion. Mais j'aime d'abord les serviteurs du Botswana. Comprenez mon émotion. Il y a même aussi Paul Biya. Bien sûr, et la première dame Chantal Biya, c'était vraiment quelque chose de drôle. Tu as vu Claudia Tagbo avec la touffe de faire la salutation. Voilà, mais particulièrement, on a besoin de rigoler, on a besoin de se dire tiens. Et c'est ça la force de nos chefs d'État africains aujourd'hui. Pourquoi? Parce que personne n'a fait de ça un problème. Nous, aujourd'hui, quand vous vous retrouvez quelque part et il y a quelqu'un qui mime en faisant vos manières, qui essaie de vous copier, qui essaie il va montrer un peu le côté. Vous voyez autrement. Et vous dites, ah, tiens, c'est à ça que je ressemble, ça. Tu trouves ça, c'est drôle, en fait. Mais, je veux dire, il y a beaucoup de caricatures derrière, mais bon, je pense qu'il voulait en même temps interpeller les consciences. Et t'as une partie aussi dans ces films-là où le mec, il essaye de dire que, bon, je m'en souviens pas bien, mais il parle. Il y a par exemple un Français qui veut lui vendre un truc, il dit essaye de signer vite, tu vois. Tout à fait. Parce que sinon, il dit tais-toi, viens t'asseoir ici. Tu vois, non. Tu arrêtes avec tes histoires là parce que la Chine, tu vois, non. En gros, ça m'a rappelé un peu une interview que j'ai regardée de Paul Biya où les Français ils arrivent pour lui dire ouais, on voit qu'il y a beaucoup de Chinois et de Russes au Cameroun en ce moment. Il dit oui, effectivement, le Cameroun s'ouvre un peu. N'est pas la chasse gardée de... Non, il dit le Cameroun s'ouvre un peu, ça n'enlève rien aux Français, mais on donne aussi un peu aux Chinois. Exactement. Le Botswana est fier d'officialiser aujourd'hui son partenariat pour l'exploitation de ses forêts avec cette grande nation qu'est la Chine. Et vous me demandez de ne pas négocier avec les Chinois qui me proposent 2 fois plus d'argent. Monsieur le Président, en rompant votre partenariat avec le groupe Total, je pense réellement que vous mettriez à mal les relations entre nos 2 pays. Tu me parles encore une fois comme ça, je te renvoie. Il faut pour dire qu'on n'est pas, dans une coopération. Genre, en gros, c'est fini. C'est fini maintenant. Je pense que c'est quelqu'un qui avait sa vision. Et moi, aujourd'hui, je ne peux pas te cacher que personnellement, quand tu n'es pas tenu, quand tu es dans une position où tu as le choix, tu peux te mouvoir facilement, automatiquement. Ça ne fait pas que des amis. Moi, je vis que ça et je sais. Donc, Thomas, je pense que tout ce qu'il a à chaque fois apporté, il y a beaucoup d'humour noir derrière, mais il y a beaucoup de poésie, de philosophie. Tu es Camerounais, non? Donc tu es intelligent. Il faut me raconter ce qui s'est passé. On peut travailler dans des conditions pareilles. Sois pas présent pour ta famille. Ton travail a pris le dessus sur tout. Le nom que tu portes là, c'est le nom de ma mère. Il faut avoir un peu de conscience de ça. Tu me parles encore et toujours des traditions. Arrête de traumatiser les enfants. Je protège ma femme. Mais tu ne me parles pas fort. Papa, tout à l'heure, on pourra aller manger une glace. Concentre-toi sur les classes d'abord. Vous foutez quoi, on stoppe les mensonges. De toi à moi. Toi, tu es un homme, moi, je suis un homme. Je souhaite à personne d'être dans ma position là. Choisir entre laisser la violence perdurer ou l'exercer soi-même. Quelqu'un doit bien faire le boulot. Tu sais, les web-séries, c'est un peu, entre guillemets, le cinéma camerounais en ce moment. Tout à fait. Tu vois, ils participent parce que, tu vois, par exemple,
Mais je te parle de Fingong Tralala qui arrive souvent avec des trucs. Il a une façon d'emmener les choses et bam, il te surprend à la fin, tu vois. Et c'est toujours une punchline à la fin. Il y a beaucoup de talent derrière. Ils savent écrire. Et je pense que ça ne date pas d'aujourd'hui. On n'avait pas des web-séries, on avait des séries, on avait je vais appeler ça des petites capsules humour à l'époque de Canal 2, parce que Canal 2 par M. Chatieu qui avait été créé, aujourd'hui qui a pignon sur rue. Canal 2 nous proposait des projets entre Fingong et Tagne Condom, mais c'est comme ça que ça a commencé, avec des petites capsules. C'était deux bons gars qui se retrouvent à faire les cons, les pitres, mais c'était copié déjà de tous ces projets occidentaux, sauf qu'il fallait apporter une petite touche. Aujourd'hui, moi, je vais dire les pionniers de la web série, c'est les PACNI, c'est les Muriel Blanche avec Marcel Pétier, et il y avait une autre, j'oublie le nom aussi, et ce sont eux qui ont commencé. Ensuite, vous avez vu les séries, les web séries de Takam, vous avez Moustique le charismatique, Fingong lui-même qui est reparti dans ses web séries, mais tout en apportant une touche toujours au niveau de la télé. Et je pense que c'est ça le truc en fait. C'est aujourd'hui les Camerounais se retrouvent plus dans ce type de projet-là, parce que c'est ce qu'on vit au jour le jour. C'est un peu une sorte de quartier Mozart qu'on a transposé sous forme de web-série. Donc tous les jours, trouve le moyen de rigoler. Il y a ceux qui sont web influenceurs ou ce que vous voulez, mais qui essaient d'être un peu dans le petit projet TikTok derrière, mais c'est parti d'un voice ou une bande sonore qui martèle quoi. Mais après, pour moi, c'est parti de ces gens-là et ils ont tout mon respect pour cela, quoi. D'accord. On a aussi, tu vois, comme moi je suis dans les quiz, j'aime bien un peu. J'ai regardé beaucoup Drink Champ, ils aiment bien des fois comparer. Moustique le charismatique ou Takam, Ulrich Takam. Les deux, je vais dire qu'ils ont une très bonne écriture. Vous savez qu'en termes d'écriture, c'est des monstres. Mais je plie plus pour Moustique parce que Moustique sait se réinventer. Moustique n'est pas dans un contexte... j'ai rien contre Takam, mais je l'aime bien, c'est un frère. Mais je ne les compare pas. Mais Moustique, vous voyez, Obam Super, Obam Labikouti, il crée une dame. Vous voyez, il a plusieurs personnages. Et c'est ça, c'est ça un peu qui fait le plus le côté fou. C'est en termes d'écriture, c'est un monstre. Moi, j'ai même peur de ce qu'il fait parce que à chaque fois, j'ai l'impression que peut-être les gens, il les perd un peu. Il est très intelligent et très subtil dans ce qu'il fait. Moustique. Est-ce que je peux dire Moustique le charismatique ou Fingong? Non, alors là, je vais dire que je vais pas les mettre sur le même échiquier. Mais je partirai plus sur Fingong, sur la restitution des réalités du terrain. C'est que le Cameroun s'identifie automatiquement à Fingong parce que tous les jours, on vit ce qu'il essaie de proposer à chaque fois en image. Moustique a sa particularité sur l'écriture. Peut-être le jeu n'est pas similaire, mais il est très pointu. C'est pour ça que je dis, moi, il a plusieurs personnages. Fingong aussi a créé des personnages féminins avec des trucs. Il a fait des projets grippe aviaire, des trucs. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui s'apparente plus à l'humour, quoi, proprement dit. Camerounais, voilà, qui est terre à terre. Thierry Tamac ou Ebenezer Kepombia? Alors, comme je dis tout à l'heure encore, c'est pas les mêmes profils. C'est pas les mêmes profils. Mais il y a un truc qui les lie, c'est des gars qui sont des bosseurs et c'est des gars qui sont des fonceurs. Voilà le truc qui les lie. La différence entre les deux, il y a un qui a appris dans le tas, c'est Ebenezer, et ça, je suis impressionné par ce qu'il a apporté, que ce soit au départ avec les déballeurs, jusqu'à présent avec Madame Monsieur et tous les projets, la Reine Blanche et autres. Il a su industrialiser ou capitaliser dans les projets. Thierry Tamac, techniquement, il n'y a pas. C'est le must. C'est le must, c'est le gars qui... je ne fais pas de comparaison parce que j'ai bossé avec lui, mais je dis encore, c'est un fou, c'est un passionné. Mais comme il dit souvent, l'argent,
c'est autre chose. Donc, en termes de capitalisation, ça n'a pas encore suivi. Ça suivra tôt ou tard, on espère. On sait que c'est quelqu'un voilà, qui sait se réinventer. Et c'est quelqu'un qui est très carré dans le travail. Donc, si c'est un travail professionnel, je partirai sur Thierry. D'accord. Mais en termes de revenus et autres, c'est Ebenezer. Je ne les compare pas parce que c'est deux profils. Est-ce qu'on peut comparer Jean-Pierre Bekolo et Basek Bakobio? Là encore, ça c'est deux mastodontes quand même. Bon, pour être honnête, je partirais sur du Basek. D'accord. Je partirais sur du Basek pour être honnête. Parce que je vous ai dit tout à l'heure encore que c'est des profils totalement différents, mais c'est des gars qui sont des porteurs de projets, mais c'est comment on va appeler ça, un rouleau compresseur, mais impressionnant. C'est-à-dire que les deux, c'est des mecs qui ont des tentacules, mais de partout, quoi. Ils sont implantés. Mais quand on parle de, voilà, quelqu'un qui, jusqu'à présent, a continué d'être, je ne vais pas parler de constance parce qu'ils ont fait des projets porteurs, mais Basek, pour ce qu'il apporte au cinéma à travers le festival, à travers les autres projets, à travers même son accompagnement aussi, Jean-Pierre le fait aussi, mais pour le respect et la forme, je partirai sur du BBK à Basek. D'accord. Voilà. Parce que Jean-Pierre, il continue de faire des films. Il continue de faire des films, exactement. Il continue et pas n'importe lesquels. C'est vraiment, comme je dis, c'est des profils totalement différents. C'est une génération un peu arpentée, mais pour la forme et pour le fond, je partirai sur du Basek parce que je dis bien qu'il a fait du cinéma engagé, des projets porteurs. Je me rappelle encore d'autres projets comme le Grand Blanc de Lambaréné et tout ça, voilà, où un blanc colonisateur vient et il se retrouve avec celui qui a joué effectivement le Revenant qu'on appelait Athanas Vondo, et il lui a donné une gifle. Je me rappelle encore de cette réplique-là, il dit « imbécile, idiot !» Il lui donne une gifle, mais une vraie. Et je vois son enfant qui vient, on m'a dit que c'était une vraie gifle. Donc le gars n'a pas eu le temps. Donc après, vous avez des petites anecdotes comme ça, juste pour le fond et la forme, Basek. Parce que pour moi, jusqu'à présent, il continue d'apporter à sa façon des choses mais vraiment colossales, nous faire découvrir des projets étrangers. Pour Basek, non, c'est bon. Ok. Maintenant, au fait, là, on est à l'ère un peu de la révolution, tu vois. Oui. Le cinéma camerounais, tu vois, parce qu'il faut quand même, tu vois, on sait qu'on est habitué à des comédies, on sait qu'on est habitué à faire rire, mais de nos jours, il y a quand même quelque chose qui se passe du côté de l'AES, tout ça. Oui, bien sûr. Tu vois, est-ce que nous, cinéastes camerounais, on va rester dans l'humour ou est-ce qu'à un moment, est-ce qu'on a des responsabilités? Par exemple, je te dis ça parce que j'ai vu un film comme ça, totalement détaché de Jean-Pierre Bekolo, son dernier film sur l'UPC. Tout à fait. Il dure bien longtemps, mais j'ai senti quand même quelque chose, une sorte de devoir de mémoire, parce que, tu vois, on a quand même besoin de savoir d'où on vient. Est-ce que tu penses qu'on va rester dans la danse, dans le rire, tu vois le cinéma camerounais comment parce que quand même, mine de rien, au Cameroun, j'ai entendu dire qu'au fait, on a presque 90% des emplois qui sont informels. Ça veut dire que c'est les gens qui créent eux-mêmes leur travail. C'est pas le gouvernement. Les personnes qui travaillent pour le gouvernement, ils sont peut-être 10, maximum 30% de la population. Le reste, c'est des gens qui créent leur emploi et ils arrivent à vivre. Des autodidactes, en fait. La majeure partie, pour moi, je vais dire que je suis un peu produit. On va dire autodidacte, mais grâce à Thierry Dama, grâce au Lucie Memba, grâce au Jean-Pierre Bekolo, tous ces aînés-là qui m'ont précédé et qui m'ont encadré. Ils m'ont encadré, et je répète encore, ils m'ont encadré, donc forcément, j'ai gardé un peu leur poigne, leur niaque, et c'est ce qui fait de moi ce que je suis. Mais bon, comme je dis, j'aime bien rester hors des projecteurs. Mais pour revenir sur la jeune génération et le cinéma, je vais dire que nous n'allons pas nous apaisantir. Il y a une révolution.
tôt ou tard, qu'on ne le veuille pas, il y a une révolution. Il y a ceux qui veulent briser et les barrières, qui veulent voilà, essayer de présenter quelque chose d'autre, mais vraiment qui n'ont pas un accompagnement, comme tu dis tout à l'heure ici. Si on regarde 80%, 30% peut-être bossent à plein temps. Et le reste, c'est vraiment à l'informel, c'est vraiment... on va dire quoi, des autodidactes, c'est des gars qui se débrouillent et c'est comme ça à un moment donné qu'ils commencent parce qu'aujourd'hui il y a comment on va appeler le réseau social, les réseaux sociaux autant pour moi et c'est ça qui donne la plus-value. Pourquoi ils sont vous connaissez pas une Ruby par exemple, vous la connaissez sur les réseaux sociaux. Aïcha Kamoise, il y a eu peut-être le Blanc des Nga 2 qu'elle a dû tourner à cause de circonstances atténuantes, mais on connaît plus Aïcha Kamoise en tant que comédienne, influenceuse. Non, elle est à la base, elle est comédienne. Elle avait ses sketchs qu'elle faisait qui étaient très bien. C'est parce qu'elle n'est pas, il n'y a pas un projet où c'est porté par la télé ou quoi que ce soit. C'est des trucs. C'est grâce aux réseaux sociaux. C'est des personnes qui se font. Voilà. Vous avez plein de gars, c'est-à-dire que vous avez les Urich Takam, ce n'était pas la télé. Bon, il a fait de la télé aussi, je l'ai vu à DRTV, je me rappelle à l'époque. Et après, Urich, c'est la web comédie, web série. Le Sissoul, l'idole, toutes ces choses-là. Justement, je les ai vus pour parler de l'idole. Je les ai vus un peu former une équipe. Exactement. Et tourner. Il y avait Sissoul, il y avait Ulrich Takam, il y avait l'idole. Oui, et c'était bien, je me rappelle, production. C'était par mon frère d'Akwazolé, comment je Mais comment ils font? C'est un réalisateur en fait qui les a rassemblés. Comment ils font pour financer ça? Alors, est-ce qu'on se dit pas on travaille d'abord et après on va voir et c'est parce que pour dire de manière très claire, beaucoup sont partis à la base sur la monétisation. D'accord. C'est-à-dire au niveau des publications, combien de gens ça touche, est-ce que ça rapporte un peu ce qu'ils gagnent, ils essaient de réinjecter et c'est comme ça qu'ils ont réussi à implémenter, comme je le disais encore tantôt, les PAC ont commencé ça et ce mouvement est parti. C'est une révolution. Donc en gros, on se dit quand même, il y a quand même, ils se disent quand même que tôt ou tard ça va rapporter de l'argent. Et bon, ils sont sérieux, ils font pas genre on est là pour délirer puis ça prend ça. C'était certes écrit les délais de Takam, mais non. Je pense que le projet il a une portée dans le fond. Je crois que les gars ils ont une vision et ils sont focus dessus. Et c'est pour ça que quand vous voyez des projets à Takam, vous avez vu des projets même à Moustique, vous avez vu des projets à Muriel Blanche, Pacnier, machin et tout ça, vous avez une véritable vision. Il y a le petit Tic Dengue aussi. C'est vraiment. Il y a eu avant lui celui qui est décédé en véhicule. Qui a fait l'accident de voiture, Cabrel Nanjib. Toute cette génération, moi, Minga, les rigolards, aujourd'hui même, ont amené certaines générations, les anciennes générations, à se réinventer en web comédie, comme Edoudoua qui est revenu dans plein de web comédies avec les rigolards, donc Hariko et tout ça. Donc vous voyez qu'il y a un projet véritable derrière, parce que forcément, même si ça il y a quand même quelque chose. D'accord. C'est comme ça qu'ils se ils ont un plan en tout cas. Ils ont un plan un peu comme nous avec ce podcast là. Pour l'instant, c'est avec les moyens du bord. Ça, c'est à respecter parce que je sais que nous sommes ici, on parle. Donc on est là pour faire du placement de produits aussi. Si vous avez des choses à placer. Exactement. Mais comme on dit toujours, comme on dit au Cameroun, chez nous, tout travail mérite sa bière, tout simplement. Ça peut être une touche très forte pour la SAV. Bon, au fait, aussi, tu vois, tout à l'heure, on a évoqué un peu l'idole. Oui. On a parlé de l'idole. Oui. Bon, on est au courant de... Moi, je l'ai connu, l'idole. Oui. Je l'ai rencontré dans un studio, le studio de Crotal. Oui. J'étais parti là-bas enregistrer un morceau parce que comme toi, enfin, à peu près comme toi, j'ai plusieurs casquettes aussi. Il se trouve que je suis un très très bon rappeur. Enfin, je pense même que j'étais le meilleur. Tu étais ou tu es? Non, j'étais. Tu vois, parce que je ne fais plus. Mais du coup, j'ai fait un morceau avec... j'ai fait un morceau, c'était mon morceau, mais j'avais besoin d'une voix féminine. Et il y avait une fille qui était au studio, qui traînait. J'ai dit, est-ce que tu peux nous donner des réponses par rapport à... Elle est venue, elle a fait le job rapide. Ça s'est super bien passé. Bon, moi, je me suis dit, c'est une petite sœur, elle a vite capté le truc. Après, on me dit, au fait, non, elle chante, elle rappe, et machin. Je dis, ok. Après, bim, Instagram, je commence à la follow. Elle a peut-être
200 abonnés, tu vois, un peu comme tout le monde. Petit, après, bim, 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 ça monte. Et je commence à voir ses clips, ses chorés, trop de travail. Tu sens quand il y a du travail derrière. Parce qu'elle est très bonne danseuse, très bonne chorégraphe. Voilà. Et après, je la vois dans des comédies. Après, je la vois à Montpellier, sur Montpellier, par hasard. Et elle me dit, ouais, non, je suis venu. En gros, c'est quelqu'un qui a bossé, tu vois, non. Et aujourd'hui, enfin, il n'y a pas longtemps, il y a eu cet incident-là où son père, son papa, que je ne citerai pas son nom, mais qui a enlevé la vie à un gamin de 6 ans. Et aujourd'hui, tout le monde se braque sur l'idole. Tout le monde veut qu'elle arrête sa carrière, alors qu'elle a sué, elle a transpiré pour arriver là où elle en est. En gros, ils veulent qu'elle porte le crime de son père. Je trouve ça dommage, parce que je connais particulièrement l'idole aussi. C'est une fille qui a grandi en Guayaquil. C'est une fille qui a fait ses classes, qui est passée en Guayaquil, effectivement, qui a fait de la danse contemporaine. Elle a tout fait, cette fille. Elle est passée partout. Tout ce qu'elle pouvait toucher. Elle a tout mis dans l'art. Elle est même passée à des trucs incroyables, elle talent. Elle a fait tout. Elle a bâti une réputation dans son travail, du moins dans ce qu'elle apportait en termes de lyricisme, en termes de poésie, parce que c'était le slam, c'est autre chose, mais avant le slam, elle chantait, hein, donc le slam était, comment je veux dire ça, un plus pour elle. Aujourd'hui, elle s'est affirmée, elle a invité partout aux États-Unis, elle a gagné des prix aux États-Unis, elle allait même à des grandes écoles là-bas pour enseigner, bon, pas dire enseigner, mais quand elle a pratiquement passé des examens. Et ce n'est pas quand elle est à l'apogée de son talent, on va dire, que les gens s'acharnent sur elle. Moi, je pense que on ne le dit pas assez. C'est pour ça que je suis toujours loin des projecteurs, parce que un aîné m'avait dit il faut apprendre à voler bas. Ce n'est pas pour dire que tu ne sais rien faire ou que tu n'as pas la capacité ou que tu n'es pas trop... People, c'est bien, mais ça, c'est répercussion. Mais ce n'est pas pour autant qu'on devrait lyncher cette pauvre fille sur la place publique. Si son père, si elle n'était pas connue, on n'aurait pas cherché à connaître les autres enfants. Exactement. Disons même, en plus, l'idole, elle doit avoir d'autres frères et sœurs. Elle a d'autres frères, mais on s'acharne sur elle parce que c'est qui a travaillé, publique. Elle a bâti sa réputation avec le boulot, brique par brique. C'est une fille qui a sué pour devenir... C'est une fille qui la voyais... Elle a à peu près, je pense qu'elle a 30 ans. Oui, elle a 30 ans. Moi, j'ai toujours un recul. J'analyse froidement la situation et je me dis, vous savez, ce sont les artistes en premier qui lynchent l'idole. Avant de regarder le public ou le peuple camerounais, ce sont les artistes en premier. Et ce que je trouve dommage, il y a beaucoup d'hypocrisie dans le milieu du showbiz. C'est pour ça que je suis quelqu'un de très, très, très effacé. Je suis quelqu'un qui est assez direct. Tu me trouves, tu me parles mal, tu me trouves. Mais après, je pense qu'on ne devrait pas subir ce qu'elle subit. Parce que son père a commis une horreur pareille. Si son père doit payer, il va payer pour ce qu'il a fait. S'il a un problème d'instabilité ou je sais pas quoi, ça, il faut laisser la loi, il faut laisser tout ce patatras la suivre. D'accord. Et laisser la pauvre jeune fille, parce que je pense que déjà le fait qu'il y ait cette action-là, elle souffre aussi. Elle en souffre énormément. Mais pas que pour sa carrière, elle-même elle souffre aussi, parce qu'apparemment... Oui, il y a des gens qui et c'est des artistes, hein, c'est pas autre chose. C'est des artistes. J'ai vu des gens qui ont été à sa position bien avant, qui sont en train de la lyncher sur la place publique. Je trouve ça dommage. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Les mêmes, quand ils viendront devant vous, ils vont rigoler. Aujourd'hui, moi je dis, il y a une violence avec les réseaux sociaux. Les gens ne se rendent même plus compte de ce qu'ils publient. Moi, je fais l'effort d'être toujours un peu détaché. Je donne mon point de vue ici dans ce podcast. C'est peut-être la première fois que je le fais. Et je pense que c'est vraiment dommage que nous, Camerounais, on puisse se comporter de la sorte. Comme je dis encore, le prochain président de la République va souffrir. Il va souffrir, mon frère. Parce que là où on est en train de partir, là, mais ça part dans un truc où chacun... Moi, je te vois bien dans ce rôle. Hein. Le chef d'État? Oui. Ah, mon frère. Parce que t'es rassembleur, t'arrives à... Je veux bien. Si tu te présentes pas, moi, je peux tenter ma chance. Hein. Bah, pourquoi pas? Peut-être je vais te soutenir à ce moment-là. Mais je pense, pour être honnête et sincère, avoir la responsabilité de mener des hommes, c'est difficile. Je le vois au quotidien.
Je l'ai vécu bien avant en tant que directeur de production sous Thierry Tamac. Aujourd'hui, j'occupe un poste dans ce domaine-là où tu dois gérer les hommes. D'accord, tu es manager. Manager au bon, Famous. Sans publicité, mais bon, au Famous Restaurant, à Yaoundé, pour moi, c'est le là où tous les acteurs viennent, tous les gars de la diaspora. C'est le point par excellence. On peut faire du placement de produits. Allons-y, mais écoute, je dirais bien que le Famous, pour moi, honnêtement, c'est une institution, c'est devenu une institution et je suis fier d'avoir porté ce projet, je continue de le porter. Et avec une fierté parce que j'ai quand même affaire à des patrons, honnêtement, ils sont au-dessus de la moyenne, des gens qui sont ouverts, des gens qui sont fous, quand je dis de la folie, mais artistiquement, quand quelqu'un se permet d'inviter Gims, Dadju, il se permet Taiki, vous avez Fali, vous avez José qui est venu, vous avez Roga, vous avez vraiment Singila, toutes ces Naza, Black, Inosbi, c'est un truc de fou. Il y a quelqu'un qui me disait dernièrement que le Famous c'est super cher, mais c'est toujours plein. Et qu'elle aimerait bien parler à un des managers du Famous pour qu'il lui explique un peu cette magie-là, que c'est tout simplement l'énergie, la belle énergie, parce que je pense que le projet, c'est un projet qui est vraiment à féliciter. C'est quelqu'un qui a osé, c'est quelqu'un qui s'est dit, tiens, je veux faire quelque chose de différent, je vais apporter le service de qualité, je veux apporter de la bouffe de qualité, de la boisson de qualité. Je veux vraiment que quelqu'un parte avec une très belle expérience. Ça n'a rien à envier au restaurant étranger ici, parce qu'on fait un peu. Ok. Voilà, donc ils mettent tellement l'accent sur le professionnalisme, bouffe de qualité, le service de qualité. Vous venez, vous rentrez, dès que vous rentrez, vous avez l'impression d'être dans un... C'est pas une spirale, c'est-à-dire que dès que vous avez garé votre véhicule, il y a un voiturier qui est là, après c'est quelqu'un qui vous accueille, et puis après il y a un service de fou qui commence à s'aligner jusqu'à ce que vous partiez. D'accord, mais ils n'ont pas encore payé, on peut arrêter la pub maintenant. Ouais, par contre cet épisode nous est proposé par une boîte au pays qui s'appelle Excellente Résidence 237. J'en ai entendu parler, qui fournit aussi des décors pour, on va dire, les gens qui veulent faire des films. Tout à fait. Il y a de très belles villas. Et cette boîte-là continue de chercher des gens qui ont des immeubles, tu vois, à promouvoir ou des super belles villas pour que... Exactement. Pour que ça serve comme décor pour les cinéastes. Donc, Excellente Résidence propose déjà ça. Mais on a besoin... Ils ont besoin. Nous avons besoin. Nous avons besoin de plus de propriétaires qui mettent leurs biens à disposition. Exactement. Et ça permet aussi aux gens de la diaspora, quand ils viennent en Afrique, s'ils veulent loger. Voilà. Donc, mais à la base, vu qu'on est sur un podcast cinéma, nous voudrons faire connaître aux producteurs, aux réalisateurs, à tous les gens qui sont dans le milieu du cinéma au Cameroun. Parce que par exemple, quand vous regardez beaucoup de films au Nigeria, vous regardez, ils ont de super... Il y a de la matière. On fond du rêve. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de richesse au fait. Et Ekon, il disait ça. Ekon, il disait la façon de promouvoir son pays. Parce que tu vois, tu as beaucoup de gens qui aiment montrer la pauvreté. Aux États-Unis, il y a trop de pauvreté. Mais on te montre que tout ce qui est beau dans leurs films. En France, pareil, toi qui viens souvent, qui commence à venir en France, ce n'est pas comme avant que tout le monde croyait que la France est magnifique de folie. Tu vois très bien qu'il y a la misère. Il y a les réalités. Et tout. Il y a les réalités. Et je dis encore, moi, je suis aujourd'hui, je me propose comme partie faisant de Excellente Résidence. J'appuierai de... Excellente Résidence propose donc des décors pour tous les cinéastes. C'est nouveau parce que je pense qu'il n'y a pas eu véritablement il n'y a pas eu ce type de force de proposition. La majeure partie du temps, c'est les cinéastes ou les réalisateurs ou les producteurs se rapprochaient de leurs amis, des particuliers qui leur donnaient accès à leurs locaux pendant un petit temps de tournage et autres. Mais aujourd'hui, s'il y a cette capacité de pouvoir arriver à ce point-là, moi je pense pourquoi pas. Allons-y. Et j'apporterai ma petite pierre à l'édifice. J'apposerai ma petite pierre à l'édifice. Ok, Jean-Marc. On va bientôt clôturer l'émission. Donc, tu es acteur, tu as fait acteur. Oui, j'ai fait donc acteur. Quoi comme film? Dans La Patrie d'abord, le film militaire où on peut dire le
film qui rendait hommage aux forces de défense parce que nous avions été choqués par le fait que Boko Haram ait assassiné plein de nos hommes. Certains ont fait couler le sang de nos hommes au niveau des frontières de notre pays. Et pour nous, cinéastes dans le cinéma engagé, on s'était dit c'est hyper important de leur rendre hommage parce que, comme on dit, le drapeau, c'est le sang et le sang, c'est le drapeau. Et ces gens-là, à travers ce projet-là, voilà, avec Thierry Ntamak, effectivement, nous avons porté ce projet, nous l'avons mené à bien. Et aujourd'hui, voilà, il y a des gens qui nous félicitent, qui nous remercient pour cet accompagnement parce qu'il y a plein de militaires qui sont tombés sur le champ de bataille, qui ne reviendront plus, qui ne feront plus un câlin à leurs femmes, à leurs enfants et qui sont partis comme ça. Et il était de bon ton qu'on fasse. Ça, c'est pour nos militaires Serpent de bronze en 2 mots. Ah, Serpent de bronze aussi. Qu'est-ce que tu as fait directeur de production pour Serpent de bronze. Et c'est comme je l'ai dit au départ, c'était un projet engagé et ça parlait d'un médecin qui a réellement existé. Il s'appelait Ben Faisal, le docteur Ben Faisal, qui est mort de suite de morsure de serpent parce qu'il voulait changer le pays. D'accord. Voilà. Ok, ne crains rien, je t'aime. Ne crains, je t'aime. J'ai toujours été directeur de production et figurant. D'accord. Figurant et voilà, un film sur les violences faites aux femmes et avec Tatiana Matip à la manœuvre. Ça tombe bien, ça tombe bien. Ça me permet justement d'introduire sur le fait que la prochaine fois sur ce plateau, on espère recevoir Marie-Philomène Nga, qui est une très très grande actrice. Excellente. On aimerait bien recevoir Aïssa Maïga parce que c'est pas bien qu'on soit toujours entre Boug aussi. Hein. Exactement. Tu vois, on aimerait bien recevoir Lucie. Memba Boss. Oui. Françoise Elong. Françoise Elong Gomez, oui aussi, qui est très bonne réalisatrice que j'ai omis de présenter parce que je dis c'est la jeune génération qui apporte un plus. D'accord, on aura sur ce plateau Joe Star, on aura Stomy Bugsy sur ce plateau. Excellent. On aura Jean Gabin, j'aime bien Jean Gabin parce que tu vois, c'est quand même aussi, c'est quelqu'un, c'est un acteur. On aura Sadek aussi, parce qu'il me semble, Sadek, il a fait un film avec Gérard Depardieu, ce n'est pas rien. On aura pas mal de monde, on aura Thomas Guijol sur ce plateau. Il a beaucoup à dire, je pense. Aussi, voilà, on aura Fabrice Eboué. J'aime beaucoup tu sais, les gens qui viennent du hip-hop, qui est ma culture. Parce qu'au fait même, c'est le hip-hop qui m'emmène au cinéma. Exactement. Comme je disais la dernière fois, j'ai vu les films, déjà les clips à l'ancienne, les clips de Ice Cube, fallait voir comment c'était réalisé. Fallait voir les clips de Dre, comment c'était réalisé. Jusqu'à Murder Was the Case, tu vois, non. Et puis, j'aime beaucoup, comment il s'appelle, John Singleton. Parce que tu vois toujours dans ses castings, tu as des acteurs comme on va prendre Poetic Justice, tu avais Tupac, tu avais Q-Tip, tu avais Janet Jackson. Tu avais, comment tu l'appelles aussi, Queen Latifah, tu avais beaucoup de gens. Il a travaillé aussi avec, dans Boys in the Hood, il a travaillé avec Ice Cube. Des têtes comme ça, j'aime ce genre de casting. Il a toujours gardé le côté un peu Black Panther, on dit ça comme ça, mais Singleton, paix à son âme, mais c'est quelqu'un qui était aussi ouvert dans le projet. Avant de se quitter, est-ce que tu as entendu parler du film Ganou? Alors, le film Ganou par Nkwang Kitu. Je ne sais plus c'est qui le réal. Je crois c'est Nkwang Kitu, c'est lui qui a fait Netflix. Fisherman Diaries. D'accord. C'est lui qui a fait. C'est un Camerounais? C'est un Camerounais du nord-ouest, je crois, ou sud-ouest, je ne sais plus trop. Et excellent réalisateur, excellent metteur en scène, excellent comédien aussi. Et c'est Nganou, je crois, il y avait Gabriel Nandjib de Regretter Mémoire dans le projet. Oui. Et pas mal de gens, il y avait plein de gens dans ce projet-là. Il a ramené un comédien des États-Unis aussi. Et pour moi, j'ai pas vu le film parce que depuis, je me rappelle, il y avait eu quelques bribes là, il y a eu un truc qu'il n'y avait pas. Avec le temps, on recevra Spike Lee sur ce plateau. Hein, c'est quand même aussi un gars du continent. C'est un continental. Il réclame, donnez-lui le passeport. Vraiment, vous exagérez. On aura des gens comme ça. C'est excellent. Et je pense que je te dirais merci pour le mot de la fin derrière, et je dirais de manière très claire que je te connais, je sais ta folie, je connais jusqu'où tu peux aller, et je sais que tu n'es qu'à 1% de ce que tu proposes. On va se battre. Et ce projet-là, moi je suis à 2000% avec. On va se battre, voilà. On va se battre. Le but, ça reste de continuer d'apprendre. Tout à fait. Et enseigner aussi.
ce qu'on peut, tu vois, parce que on parle, mais il y a des gens qui tirent des choses de ce qu'on est en train de dire. On aura aussi des gros réalisateurs comme Gang Stephen, tu sais, les gars qui font des clips. Bien sûr, j'ai travaillé avec Gang aussi. Quand on a fait La Patrie d'abord, c'est lui qui a fait les effets spéciaux. On aura des grands scénaristes. J'ai oublié la dame dont je parlais, c'est Yolande Ekoumou. D'accord. À la CRTV, qui faisait Tafil, qui a été dans Le Revenant et qui contrôlait aussi un peu Orphelin et autres. Avec on aura des scénaristes comme Jovi aussi, parce qu'en plus de faire plus d'écrire des chansons, il écrit des histoires aussi. Exactement, okay? C'est très bon, très bon. Donc je pense qu'on va clôturer et tout. Merci beaucoup Jean-Marc pour ta présence sur ce plateau. Merci pour merci le Studio Molière pour l'accueil. Le Studio Molière, impressionnant, impeccable. Et je pense que je reviendrai ici pour autre chose. Ok, voilà. Voilà, c'est ça aussi. C'est le Studio Molière, il est là pour toutes les personnes qui veulent avoir de la qualité en matière de film. Il y a de quoi faire. Voilà, photo, tout ce que vous voulez. Parfait. Il y a fond vert, il y a tous les fonds. Vous pouvez faire tout ce que vous pouvez au Studio Molière. Placement de produits. Merci. Merci. Love. Yes. Merci à tous ceux qui nous suivent aussi. Et puis, on fait la suite par l'action, comme on a l'habitude de dire. Ok. Yeah. Check.